secrétaire général du ministère de l'économie, le président du conseil d'orientation du Fonds pour l'habitat social, monsieur le directeur de l'association, le président de la PBF, distingués participants. Suite aux différentes interventions, nous avons senti l'importance de la production de logements manifestée ici. Et cette importance, elle a déjà été portée par son Excellence le Président de la République, qui en a fait l'un des marqueurs de ce mandat. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la signature de la convention avec les banques pour adresser le véritable aujourd'hui goulot d'étranglement qui empêche la production massive de logements. Les différentes interventions ici ont mis le doigt là-dessus. La volonté est là, de par le portage institutionnel, par son Excellence le Président de la République, par le ministère de l'Urbanisme, par tous les acteurs qui sont là. C'est une problématique aussi majeure pour la demande. La demande existe, elle est bien réelle. Tout Sénégalais rêve d'avoir un logement où mettre sa famille. C'est la première des sécurités. L'offre aussi est là, de par les promoteurs, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux. Et le dispositif est là, un dispositif innovant, à travers la SAFRU, pour revenir sur les aménagements, à travers le Fonds pour l'habitat social, pour apporter cette garantie aux Sénégalais qui ne disposent pas, qui ne satisfont pas aux conditions traditionnelles des banques. Et c'est ce qui nous réunit ici. Donc vraiment, tous les adjuvants sont là pour que nous puissions passer à un autre cap, à une production massive de logements pour la grande satisfaction de tous les Sénégalais. Et c'est ce qui nous réunit ici. Je vous parle, monsieur Si. Quand je vous parle, je parle aux banquiers. Soyons innovants. Sortons des sentiers battus, comme l'a fait son Excellence le Président de la République en mettant en place ce dispositif, la SAFRU, le Fonds pour l'habitat social. À travers cette signature de convention, que ce soit une signature de convention effective et en mode fast track. Au-delà de la production des logements, nous avons des opportunités. Opportunités pour le secteur privé, opportunités pour les jeunes en termes de formation, opportunités en termes d'insertion. Donc pour dire que, comme on dit, quand le bâtiment va, tout va. Nous avons aujourd'hui un formidable outil qui nous permet d'aller vraiment beaucoup plus qui nous permet de contribuer vraiment à l'essor en fait de l'économie, à la croissance. Donc ce qui reste à faire, on l'a dit, c'est de mobiliser les ressources, de les mettre à la disposition des citoyens d'ici et de la diaspora pour qu'on puisse vraiment accéder à ces logements. Je vous remercie. Madame le secrétaire d'État en charge du logement, Monsieur le secrétaire général représentant mon collègue de l'économie, du plan et de la coopération, Madame la présidente du conseil d'orientation du Fonds pour l'habitat social, Madame le ministre Anta Sarr Diako, Monsieur le président de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal, Madame l'administrateur général du FONGIP, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux de banques et établissements de crédit, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, chers participants, distingués invités. Je me réjouis d'être avec vous ce matin pour célébrer en même temps la Journée mondiale de l'habitat. Occasion saisie pour se pencher sur l'état des villes dans le monde et particulièrement pour nous, sur notre politique d'urbanisme et d'habitat qui sera marquée encore une fois par une nouvelle avancée avec la signature de l'accord cadre relatif à la gestion de la ligne de garantie pour l'accès au logement. En effet, la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, est de faire en sorte que chaque Sénégalais, partout où il se trouve dans le pays, et quel que soit
sont revenus puissent accéder à la propriété immobilière. C'est pourquoi la signature de cet accord tripartite constitue une étape majeure dans l'accompagnement des bénéficiaires du logement social et à travers l'opérationnalisation du mécanisme de garantie. Assurément, la garantie FHS-FONGIP permet d'offrir au secteur bancaire un outil performant pour accompagner les acquéreurs, en particulier ceux qui ont des revenus faibles ou irréguliers qui ne leur permettent pas de satisfaire aux conditions classiques des banques. Je voudrais à cette occasion adresser mes chaleureuses félicitations aux signataires de l'accord pour avoir travaillé pendant plusieurs mois, permettant ainsi de rendre opérationnel le mécanisme de garantie. J'associe à ces félicitations, doublées de remerciements, tous les partenaires techniques et financiers qui contribuent sans relâche à faire du projet une véritable réussite. Je saisis cette occasion pour féliciter la Banque islamique du Sénégal qui a accepté dès les premiers pas de structurer un financement de 50 milliards qui a permis aujourd'hui non seulement au FHS de démarrer ses activités, mais aussi qui a permis au moins à la SAFRU de sortir de son silence d'une année après sa création. Mesdames et messieurs, sous l'égide de l'ONU Habitat, la communauté internationale célèbre aujourd'hui la Journée mondiale de l'habitat. C'est l'occasion pour nous de réfléchir sur l'état de nos villes et sur le droit fondamental de tous d'accès à un logement convenable. Le thème de cette année est accélérer l'action urbaine pour un monde sans carbone. Dans ce contexte si particulier, ce thème appelle un changement de paradigme pour accélérer la transition écologique et adapter les villes aux futures pandémies et catastrophes naturelles. Le gouvernement du Sénégal s'est résolument inscrit dans une logique de durabilité urbaine à travers une série de mesures allant dans le sens de réformer le secteur de l'urbanisme et de l'habitat, de manière à mieux prendre en charge les besoins croissants des populations, de renforcer la résilience des villes, leur performance climatique, sociale et économique. Cela se traduit par plusieurs mesures concrètes dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. D'abord, la révision du Code de l'urbanisme et de la construction intégrant les principes de durabilité urbaine, l'efficacité énergétique dans les bâtiments et la mixité des fonctions. Je voudrais saisir cette tribune pour rappeler cette instruction du chef de l'État à l'endroit du directeur général de l'urbanisme et de l'architecture, mais aussi du directeur général de la construction et de l'habitat, que nous sommes engagés, au plus tard en mois de décembre, de poser sur la table du Conseil des ministres ce nouveau code de la construction et de l'urbanisme. L'élaboration d'un programme national de planification urbaine et de gestion de risques en vue de doter l'ensemble des villes du pays un document d'urbanisme à l'horizon 2030. L'élaboration de la politique nationale urbaine du Sénégal en relation avec ONU Habitat en vue de faire face aux défis et menaces de l'urbanisation rapide et tirer des opportunités qu'elle offre. La mise en œuvre du projet 100 000 logements, conçu de manière à favoriser un accès au logement social, limitant ainsi l'occupation anarchique, la prolifération de quartiers spontanés et leurs conséquences désastreuses sur l'environnement. Mesdames et messieurs, chers participants, dans sa conception, le projet 100 000 logements s'est toujours inscrit dans une perspective de cohérence d'ensemble, voulant que les solutions appropriées et durables soient apportées aussi bien en direction de l'offre que la demande en logement. Dès lors, la prise en charge de la question du financement du logement abordable devenait une priorité absolue à laquelle l'État du Sénégal a décidé d'apporter des réponses concrètes, traduites notamment par la création du Fonds pour l'habitat social et la SAFRU. Aussi, pour rendre solvables les ménages vulnérables, le Fonds pour l'habitat social assure la mission principale qui consiste à garantir et ou bonifier les prêts destinés à l'acquisition d'un logement social pour les primo-accédants et revenus modestes ou irréguliers. Ce fonds qui est abondé par une taxe parafiscale sur le ciment est un véritable instrument d'appui pour le secteur du financement en ce qu'il participe à une meilleure maîtrise du risque de remboursement, au-delà de rendre une meilleure solvabilité aux ménages dont les revenus ne sont pas très importants. Assurément,
à travers l'innovation sur le plan organisationnel opéré, par la création de ces nouvelles structures, le Sénégal se trouve aujourd'hui doté de tous les dispositifs administratifs, mais aussi juridico-financiers indispensables pour booster le financement du logement et par ricochet sa production. Mesdames et messieurs et chers professionnels du secteur bancaire, à travers la signature de cet accord cadre, nous pouvons aisément affirmer que la balle est désormais dans le camp des banques et établissements financiers et vous avez la responsabilité de changer ce paradigme tendant à penser que la principale contrainte de l'accès au logement demeure le financement. À titre illustratif, une étude de la BCEAO avait montré que seuls 2,70% des financements bancaires étaient assurés à l'habitat et que la durée moyenne des prêts hypothécaires était de 6,7 ans au Sénégal contre 20 ans au Maroc, 19 ans en France et 25 ans en Afrique du Sud. Avec ce nouveau dispositif mis en place par le gouvernement, je voudrais vous inviter à œuvrer ensemble pour inverser cette tendance qui, à coup sûr, permettra d'améliorer les conditions de vie de beaucoup de nos compatriotes. Au demeurant, une nouvelle ère s'ouvre pour le secteur de l'immobilier avec de nouvelles et réelles opportunités d'investissement. En effet, dans ce contexte difficile, marqué par la nécessité de relancer notre économie, les banques et établissements de crédit sont de véritables locomotives au rôle crucial et décisif. Mon département, dans le cadre de la mise en œuvre du projet 100 000 logements, reste toujours disposé à travailler avec tous les acteurs pour l'atteinte des objectifs fixés par le chef de l'État, à savoir construire des logements en masse à des prix abordables et faciliter l'accès des dits logements à tous les Sénégalais. Plus que jamais, ensemble, nous devons relever ce défi important de l'émergence. Saluer les efforts qui ont été faits par notamment le Fonds pour l'habitat social à travers son conseil d'administration, mais aussi avec l'administration du FONGIP, représentée ici par son administrateur général, Mme Thérèse Faye, mais aussi l'implication directe des partenaires comme les banques représentées ici, et par les partenaires financiers représentés ici par M. Bokarsi. Je voudrais vous féliciter doublement, d'abord parce que pour la signature de cet accord cadre, sur lequel vous avez travaillé des mois et des mois, dans une concertation parfaite, mais aussi vous féliciter d'avoir saisi cette occasion de la Journée mondiale de l'habitat, qui montre encore une fois la transversalité et la nécessité d'une gestion solidaire des engagements et des responsabilités qui nous sont confiés. La Journée mondiale de l'habitat, il faut se dire la vérité, devait être fêtée, organisée et initiée par la Direction générale de la construction et de l'habitat. Mais le Fonds pour l'habitat social l'a fait à sa place. Et c'est comme ça qu'on entend travailler en équipe. Il faut que nous tous nous puissions, dans un élan solidaire, assumer collectivement les responsabilités que nous sommes confiées. Les responsabilités ne sont pas confiées à un individu ou à Madame la secrétaire d'État. Elles sont confiées à une équipe. Et cette équipe-là, à chaque fois qu'il y a défaillance, ou bien un joueur qui joue un peu mal, il faudrait que l'équipe collectivement, par sa démarche, puisse prendre en charge cette question. Et je vous souhaite que l'année prochaine, que la Journée mondiale de l'habitat soit mieux préparée en amont, avec l'ensemble des acteurs. C'est pourquoi aussi je suis resté un peu sur ma faim quand j'ai entendu sur le premier point la parole aux acteurs. Les acteurs ne se limitaient qu'à réaffirmer une position de principe de soutien. Moi je m'attendais à écouter des critiques, à voir ce qui ne marche pas. Nous n'avons pas peur d'écouter les critiques et de voir comment nous pouvons ensemble améliorer les choses. Mais si cette tribune accordait la parole aux acteurs, bon, chacun défile ici pour nous dire Monsieur le ministre, nous vous soutenons, nous sommes contents. Mais quand il y a problème aussi, nous devrons les assumer ensemble. Parce que nous devons ensemble faire le diagnostic de ce qui se passe. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par des bâtiments qui s'effondrent. Mais quelle est la raison de ça? Il ne s'agit pas d'une réaction émotionnelle devant ces bâtiments qui s'effondrent. Quand ces bâtiments s'effondrent, il y a toute une chaîne de responsabilité qu'il faut situer. Cette chaîne de responsabilité, le gouvernement a une responsabilité à travers les institutions mises en place
comme l'inspection générale du bâtiment, qui doit quand même faire son travail convenablement, de surveillance et de contrôle. Mais aussi les promoteurs ont une responsabilité dans la qualité de la livraison du bâtiment. Mais aussi le citoyen lambda, qui ne contrôle pas ce qui est fait en son nom et pour lui-même. Donc ces responsabilités, nous devons l'évaluer ensemble pour que ça ne se place plus jamais. Il ne s'agit pas de constater qu'il y a des bâtiments qui tombent et qu'il y ait des morts et puis que ce soit simplement au degré de l'émotion. Oui, il faut s'émouvoir de ce qui se passe, mais il faut aussi en tirer des leçons pour que chacun, dans sa responsabilité, puisse l'assumer convenablement et pour que ça ne se répète plus jamais. Mais je voudrais exhorter, à travers la direction générale de la construction et de l'habitat, à travers l'inspection générale du bâtiment, parce que vous avez été doté d'un instrument administratif fort, des moyens vous seront accordés pour que cette inspection puisse avoir un statut beaucoup plus important. Mais l'assumation des responsabilités, c'est aussi une responsabilité personnelle. Vous savez, on a beau vouloir mettre en place des lois et des règlements, c'est comme le code de la route. Vous voyez toujours des chauffeurs délinquants pour le violer. On a un très bon code de la route, mais vous trouverez toujours des chauffeurs délinquants pour... Maintenant, il s'agit de travailler à la répression de ces délinquants. Sur cette question, nous devons être intransigeants et fermes, parce que la responsabilité nous incombe, en amont comme en aval, de surveiller l'habitat des Sénégalais. Je vous remercie de votre aimable attention.